des remarques assez désobligeantes. Ça, c'est difficile pour moi d'en parler. À la base... Pardon. Allez-y, Denise, on comprend. Il m'a dit, maman, j'en ai marre qu'on me regarde comme ça. Alors là, j'ai détourné le regard parce que j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'on nous disait qu'il ferait jamais rien, c'est tout juste s'il saurait marcher, il parlerait pas, enfin il ferait rien de bon dans la vie, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors, pour cette nouvelle émission d'un livre d'Amazon, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui avec vous Denise Raymond, donc, qui est auteure d'un livre qui s'appelle Trisomique pas mongolien, qui est paru aux éditions donc du Script d'Opale en 2014. Et c'est un livre qui m'a particulièrement émue, il faut bien le dire. Alors, il s'agit d'un magnifique ouvrage qui est porteur de courage, d'espoir aussi et d'amour, parce que il est, en définitive, votre parcours de vie avec Jérémy, votre fils, qui est trisomique 21. C'est ça. Voilà. Alors, quand j'ai terminé la lecture de ce livre, la première question qui m'est venue, c'est en définitive, comment ont réagi les parents pour découvrir ce livre et leur réaction face à votre témoignage? Alors, beaucoup de parents que j'ai rencontrés lors de salons m'ont encouragée. Genre, j'étais leur porte-parole, il faut encourager les gens à se battre. Les mamans à garder leur enfant et pas choisir systématiquement l'avortement. J'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont dit oh ben nous on connaît déjà, donc voilà, c'était pas, ça leur plaisait pas spécialement, quoi, en fait. Ce que je garde quand même, c'est que beaucoup me disent il faut se battre, vous avez raison, c'est bien, continuez voilà, continuer à le faire dans ce sens-là. Et entre votre histoire, donc, parce que chaque histoire est particulière, et l'histoire d'autres parents, est-ce qu'il y avait un lien? C'est-à-dire, est-ce que les gens arrivent à se reconnaître? Exactement. Il m'est arrivé, justement, quand j'avais fait le Quai du Livre à Lorient, oui. Un couple, donc, bon, on n'a pas pris le livre, mais ils l'ont pris pour... ils le feuilletaient, ils regardaient, ils lisaient des passages et puis ils se disaient l'un à l'autre, tiens regarde ça, on a fait comme ça, ah ben ça on a fait comme ça et on a fait tel. C'était comme si ça les confortait qu'en fait ils avaient pas fait, ils avaient fait correctement, oui, entre guillemets. Ils avaient fait des choses en commun. Exactement. Voilà, ça les a rassurés. Ça les a rassurés. D'accord. Alors, ce qui paraît le plus douloureux je dirais à découvrir dans votre livre, c'est que non seulement vous avez dû traverser l'annonce terrible de la découverte de l'handicap de Jérémy, les nombreuses interrogations autour de cette malformation congénitale, son évolution au fil du temps, hein, parce que évidemment on comprend bien que la maladie, enfin la trisomie est quelque chose qui est là et qui est constant. Mais ce qui paraît le plus difficile finalement et le plus douloureux à traverser, ça a été le regard que vous avez pu voir des gens sur votre enfant qui le scrutaient, qui le regardaient et qui montraient finalement cette différence. Déjà, le généticien, nous avions vu à suite des examens qui s'appellent les cariotypes pour savoir si c'était un accident chromosomique ou c'était héréditaire. Donc il s'avérait que c'était un accident chromosomique, donc nous pouvions avoir d'autres enfants. Et le généticien nous avait dit il faut absolument qu'il y ait donc un frère, une sœur, enfin voilà, d'autres enfants pour aider Jérémy pour que ça lui serve de locomotive. Sinon, alors ce mot-là, sinon il deviendrait une larve. Déjà, ça vous cale. Et en fait, au fil du temps, on se demandait même qui était la locomotive de l'autre parce que il était plus bout en train que voilà. Oui, c'est ce qu'on découvre dans le livre. Jérémy est très, voilà, toujours très joyeux. Et en même temps, on nous a beaucoup conseillé de l'abandonner parce qu'on nous disait qu'il ferait jamais rien, c'est tout juste s'il saurait marcher, il parlerait pas, enfin il ferait rien de bon dans la vie, quoi. En fait, il sait lire, écrire, compter, ça c'est plus difficile. Et en même temps, il accroche absolument pas, il veut même pas, il ne veut plus du moins essayer, parce qu'on a essayé tout le temps de sa scolarité, puisqu'il a fait l'école maternelle, il est allé 2 années en CLIS, après il est rentré en IME.
Et bon, là, les chiffres, ça le botte pas. Ça le botte pas du tout. Du tout. Mais c'est, en même temps, c'est dommage parce que ça le bloque. Bon, après, c'est comme ça. Pour son autonomie, enfin d'être un peu plus autonome, d'accord, parce qu'il peut pas se repérer dans le temps, il peut pas, il sait pas compter son argent, c'est compliqué pour lui. Jérémy est né donc le 30 décembre 1984. Donc autrement dit, il va avoir 33 ans à la fin de l'année. La question que l'on se pose aussi, c'est au cours de toutes ces années, est-ce que vous avez vu malgré tout un changement dans les institutions, dans les mentalités, ainsi que dans les aménagements qui sont prévus pour les handicapés, puisqu'aujourd'hui, on a l'air quand même de prendre de plus en plus en compte les personnes à mobilité réduite ou avec des déficiences mentales ou psychologiques. Effectivement, il y a de plus en plus d'instituts qui se construisent, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Il y a énormément Enfin, la liste d'attente est très longue, pour n'importe quelle maison d'ailleurs. Hein. Et donc, Jérémy, je pense qu'il a eu la chance. L'IME, c'est pour les petits, voilà. Et après, c'est l'IMP. Et après, les AT. D'accord. L'IMP, l'IMPRO. Et après, c'est les AT à partir de 18-20 ans. D'accord. En sachant qu'il y a quand même la loi Creton qui dit que s'il n'y a pas de place en ESAT, l'IME, enfin l'IMPRO garde le jeune jusqu'à ce qu'il puisse rentrer. Et ce qui fait que les entrées donc en IME sont bloquées, puisque ça n'avance pas, quoi. C'est un cercle vicieux, quoi. Si là ça se dégage pas, là on peut pas faire entrer d'autres personnes. Par rapport au regard de tout à l'heure, là il est vrai que c'était assez difficile par contre quand il était petit. Et quoique encore quand il était petit, ça se voyait pas vraiment sur le visage qu'il était trisomique. C'est en grandissant que ça se voyait de plus en plus. Et il y a eu des remarques assez désobligeantes. Et quand il était petit, j'avais l'impression qu'il s'en rendait pas compte. Enfin, qu'il s'en rendait pas compte. Il l'exprimait pas. Jusqu'au jour où il m'a dit, maman, j'en ai marre qu'on me regarde comme ça. Alors là, j'ai détourné le regard parce que j'avais les larmes aux yeux. Bien sûr. Et puis bon, je lui ai dit un truc que j'aurais peut-être pas dû. Mais par rapport à ces gens-là, mais bon, en fin de compte, c'est vrai que des fois, de jouer l'indifférence, bon, on n'a pas besoin comme ça de s'exprimer, de défendre la personne. Mais il y a des fois, c'est pas possible, quoi, parce qu'on est devant la bêtise. En fait, c'est souvent la bêtise. Et la peur. La peur, je sais pas. Si, mais parce que la différence, c'est quelque chose qui fait très peur. Qui fait peur. Mais voilà. Et voilà, tout à l'heure, je parlais du généticien parce qu'en fait, il m'avait dit, quand vous aurez un autre enfant, surtout ne faites pas la différence entre les deux. Mais c'était assez difficile parce que même si, humainement, je voulais pas le faire, j'avais mes deux garçons, ils ont 21 mois d'écart, devant moi. Donc, la différence, je l'avais. Bien sûr. Oui, et puis ce qu'on comprend à travers le livre, c'est que la difficulté pour l'apprentissage, c'est qu'il faut répéter. À un moment donné, vous parlez des lacets. C'est vraiment quelque chose de long. On avance et puis on a l'impression de faire des pas en arrière. Alors que j'imagine qu'effectivement, Jean-Baptiste, donc le deuxième enfant, a été beaucoup plus vite. Donc automatiquement, la différence, elle est là. Par rapport à votre livre, il y a une phrase, alors bien sûr c'est un livre d'une centaine de pages, mais il y a une phrase qui m'a particulièrement émue parce qu'elle prouve effectivement notre difficulté à être face à la différence. Et cette phrase c'est « On me dit que Jérémy fait de l'ombre à son frère et à sa sœur et qu'il faut l'écarter afin de ne pas les perturber ». Bon, c'est une phrase très dure. Ouais. Quel est votre point de vue de mère avec finalement deux autres enfants qui sont dits normaux ? Oui. Eh bien, en fait, Jérémy, du fait que c'est l'aîné, je n'avais aucune référence. Oui. Donc, tout est venu à la limite, je vais dire, naturellement. Donc, la stimulation en permanence, voilà, entre autres pour les lacets et puis pour d'autres choses de tous les jours. Les boutons aussi. Les boutons. C'est un peu rude. Oui. Et voilà. Et en fait, j'ai jamais fait de différence entre les trois. Je pouvais pas, de toutes les façons.
Bon, certes, Rachel, qui est une fille, donc évidemment, bon, bah, c'est un petit peu différent des deux garçons, mais les deux garçons étaient très complices, et pour moi, il était hors de question d'en mettre un à part, et puis parce que j'aurais pas voulu que mes deux autres enfants me disent tu t'occupes que de lui parce qu'il est comme ça, et voilà. Donc ça, il en était pas question. Donc les trois étaient sur le même plan d'égalité, voilà, exactement. D'égalité. Parce qu'effectivement, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que Jean-Baptiste et Rachel ont vécu cette relation avec Jérémie comme un handicap supplémentaire, peur du regard des autres, ou est-ce que, en définitive, il y a eu un sentiment de protection autour de Jérémie et qu'au final, eh bien, la relation fraternelle a fait évoluer et Jérémie, mais également Jean-Baptiste et Rachel. Tout à fait. C'est plus, disons, comme les deux garçons ont 21 mois de différence, Jean-Baptiste était très proche de son frère et effectivement, il est très sensible et dès que quelqu'un faisait une remarque ou regardait son frère avec insistance, Jean-Baptiste était prêt à réagir. Et par contre, Rachel, c'est différent, elle a 5 ans de moins que Jérémie et voilà, ça c'est difficile pour moi d'en parler. À la base, pardon. Allez-y, Denise, on comprend que ça puisse être... À la base, mon mari n'a pas accepté le handicap. Ce qu'on peut comprendre. Pas l'enfant, mais le handicap. On se disputait souvent à cause de ça, parce qu'il me disait, mais tu te rends compte, il a tel âge, il fait ça. Et à chaque fois, je lui dis, mais il est handicapé. Il n'arrivait pas à assimiler ça. Et donc, Rachel, voyant son père réagir de certaines façons, elle faisait pareil. Et donc, elle s'éloignait de son frère. Il y a des moments où, enfin, petite, hein, pas après, mais elle criait même, selon... voilà. Et c'est quand elle a lu le livre, elle me dit, maman, j'ai honte d'avoir eu honte. Bah oui. Et maintenant, elle s'en occupe. Elle a quel âge, Rachel? Elle a 27 ans. 27 ans. Et voilà, elle est devenue, depuis, voilà, elle est devenue beaucoup plus proche de son frère. Mais son frère n'a jamais... Il les aime toujours, enfin, il les a toujours aimés autant, ses frères et sœurs. Mais voilà, ils sont beaucoup plus complices. En plus, maintenant, ils sont tous les trois adultes. Oui. Donc, ça favorise quand même beaucoup de choses. Il y a une chose qui apparaît aussi dans ce livre, c'est que Jérémie a l'air d'avoir particulièrement bon caractère. Oui. Vous dites à plusieurs moments qu'il rit, que d'une certaine manière, il est d'égal humeur. Donc, de ce côté-là, c'est facile à vivre. Un petit garçon, puis un jeune homme. Donc, ça, c'est agréable. Parce qu'il y a des fois, les ados, c'est pas toujours facile à avoir dans la maison. Donc, de ce côté-là, peut-être que les frères et sœurs ont pu se raccrocher à sa joie de vivre. Tout à fait, parce que dès le matin, dès son lever, il a déjà le sourire. D'ailleurs, c'est ce qu'apprécient ses amis qui sont au foyer, puisqu'il vit en foyer d'hébergement et il travaille en même temps en ESAT. Donc, et les éducateurs ont toujours apprécié Jérémie, parce que c'est un bout en train et il a toujours le sourire. D'accord. Et ça, c'est pas spécifique à la trisomie 21. C'est son caractère. C'est son caractère. Je pense. Oui. D'accord. Oui. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Il est pas. Enfin, j'ai pas eu spécialement de difficultés à l'élever. Sauf que bon, forcément, il y a des choses à voir. Donc, en particulier la stimulation. Oui. Pour lui par rapport à son frère et sa sœur. Mais c'est ce que j'explique des fois à des parents, c'est que des fois c'est presque plus simple, vraiment entre guillemets, d'élever un enfant trisomique qu'un autre enfant. Un autre enfant va avoir la liberté de faire des choses qu'il ne faut pas, et que lui aussi peut-être, mais bon, il est peut-être un peu plus protégé, mais voilà, il n'y a pas ces difficultés. Oui. Qu'on peut rencontrer dans l'éducation d'enfants dits normaux. D'accord. Alors, vers la fin du livre, votre angoisse légitime de mère rejaillit, et c'est vrai que bon, elle nous prend un peu aux tripes quant à l'avenir de Jérémie une fois que vous allez disparaître. Alors, nous espérons que ça sera dans très très longtemps, mais sa réelle autonomie que l'on voit, je dirais, pas à pas dans l'évolution de ce livre, vous décrivez donc dans ce témoignage, voilà,
de l'enfance jusqu'à l'âge de la trentaine, lui permet d'avoir, comme vous le disiez, donc un travail, d'être un peu autonome et d'avoir des loisirs. Donc, en définitive, quelles sont les perspectives possibles qui se présentent aujourd'hui à vous pour l'avenir, je dirais, de Jérémy? Eh bien, d'une part, j'ai pu faire rentrer Jérémy, mon mari était encore de ce monde, donc au foyer d'hébergement, parce que à chaque fois qu'ils font quelque chose dans ce genre d'établissement, ils font des stages. D'accord. Donc, avant de rentrer en ESAT, donc à ce moment-là, ça s'appelait encore CAT, avant de rentrer en ESAT, il fallait faire des stages. Et sachant qu'il fallait aussi faire des stages pour entrer au foyer d'hébergement, parce que là le stage, c'est pour que la personne se sente bien, qu'elle s'entende avec les autres personnes, les autres résidents, avec les éducateurs et réciproquement. Donc j'ai profité de cette opportunité pour demander au directeur de l'époque du foyer d'hébergement si Jérémy pouvait faire ses stages là, en foyer d'hébergement, et je lui avais expliqué que mon mari et moi pensions à l'après-nous. Et il était tout à fait d'accord, donc j'ai pu le rencontrer, etc. Et donc Jérémy a pu avoir sa place donc en ESAT, puisqu'il est rentré à l'ESAT à ce moment-là, et en même temps au foyer d'hébergement. Parce que le foyer d'hébergement est fait uniquement pour les gens qui travaillent en ESAT. D'accord. C'est pas tout le monde ne peut pas aller dans ce genre Donc il est suffisamment autonome, par exemple, pour se préparer à manger ou... Non, voilà. Là, il est pris en charge. Voilà, il a sa chambre. D'accord. Et mais par contre, il a les repas en commun. Ça, dans cet établissement, il y a aussi des studios appartements. Et Jérémy, des fois, voit ses copains. Voilà, il aimerait. Et je dis, tu ne peux pas, tu sais pas compter. Je dis, te faudrait prendre ton argent pour aller faire tes courses. Tu ne peux pas. Pour regarder l'heure, apprendre l'heure pour aller à quelle heure tu dois partir travailler, ça tu sais pas. Alors il réalise qu'effectivement, mais il y a ce blocage avec les chiffres, ça passe pas. Ça passe pas. Donc finalement il se dit je vais rester, je reste où je suis. Mais en fait il est bien, quoi. Oui. Et vous le récupérez tous les 15 jours, d'après ce que j'ai compris, à peu près. Voilà. Quand il y a les ponts comme là, je l'ai un peu plus souvent. Les vacances aussi. Les vacances, voilà. Et voilà. Là, il va régulièrement depuis quelques temps déjà. Ça s'appelle de l'équithérapie. Oui, avec les chevaux. Avec les chevaux, à Savas, au Clos de l'Âne, ça s'appelle. Et c'est une ancienne éducatrice, justement, et qui a monté ce centre. Et Jérémy, il est vraiment bien parce qu'ils reçoivent un petit nombre de personnes handicapées. Et il est comme en famille. Il y a le père, la maman, le papa, et voilà, tout le monde. Et il y a les animaux, et il aime beaucoup. Ça, c'est important. Il aime beaucoup ça, et quand il a fini des vacances, il n'est pas parti, que déjà il me dit « Maman, je veux revenir prochaine fois ». Bon, d'accord. Là, il va y aller pour cet été. Merci Denise pour cette rencontre et puis ce beau parcours empreint de foi christique qui, je l'imagine, a soutenu votre famille tout au long de ces années. Quel message ultime auriez-vous envie d'adresser à vos prochains lecteurs? Comme message, je voudrais que les gens fassent l'effort en fait de regarder autrement les personnes handicapées, pas spécialement les trisomiques, mais toutes les personnes portant un handicap. Et puis de vivre à côté sans faire de différence, quoi. En tout cas, moi, je vous incite à lire ce magnifique livre, donc ce témoignage d'amour d'une famille autour de Jérémy, donc trisomique, pas mongolien, paru donc aux éditions du Script d'Opale. Je vous souhaite une fin de journée excellente et à très bientôt pour la prochaine émission. Au revoir Denise. Au revoir.